Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à vous chers auditeurs et bonjour à nos invités. Ce matin, nous recevons Mathieu, l'un des porte-parole de l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Bonjour Liselotte. Et Romain Petitjean, responsable de la coordination de l'Institut Iliade et intervenant donc au colloque de l'ASLA qui est notre sujet ce matin. Bonjour à tous. Alors on va y venir à ce fameux colloque, le premier colloque donc de l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Est-ce que vous pourriez commencer par nous parler de ce projet, Mathieu ? Alors ce projet est né suite à toutes les censures qu'il y a eu il y a quelques mois sur Instagram par Meta, notamment d'Alice Cordier, du même droite, de nous aussi, mais on a été réactivés, on a eu cette chance. Et en fait, on a fait une tribune de personnalités, donc on a une 60aine de signatures qui vient de toute la mouvance de droite, que ce soit des journalistes, des élus, des intellectuels, etc. Et en fait, on s'est dit que c'est peut-être le moment justement d'aller un peu sur le terrain et de rencontrer les gens qui nous soutiennent et aussi de rentrer dans le débat public en proposant le premier colloque de l'ASLA. Et en fait, du coup, on a invité un échantillon de ces personnalités qui nous ont soutenus, qui balayent à peu près toutes les types de personnes qui nous ont soutenus. Donc il y a des journalistes, des personnalités, des influenceurs, des élus qui vont parler un peu de leur action pour la liberté d'expression, notamment de la parole conservatrice, patriote, identitaire, dans l'activité, dans la cité, quoi. Parce que c'est vrai que votre activité initiale, c'est surtout l'aide individuelle justement à ces fameux lanceurs d'alerte qui sont attaqués par la justice ou par d'autres d'ailleurs, donc les aider à soit porter plainte, soit à réagir au dépôt de plainte. Aujourd'hui, vous avez la volonté justement de vous impliquer sur la scène publique, d'ouvrir un peu cette action ? Oui, on pense que ça permettra en fait de faire avancer certains éléments, parce qu'en fait, même si de base on est là pour défendre justement tous ces militants et ces lanceurs d'alerte, parce que la répression et la censure est énorme et que les procès coûtent très cher, et qu'en fin de compte, on avait vu qu'il y avait un vrai besoin de soutien, d'aide en fait, d'aide juridique pour poursuivre et combattre en fait nos opposants politiques qui essaient de nous faire taire par justement tout le côté judiciaire. Là, on peut voir aussi qu'il y a justement toute cette logique même, parce qu'en fait, on nous attaque là maintenant sur le sens politique, où en fait, des sujets qui sont partagés par tous les Français, qui sont même dans les médias. Certains lanceurs d'alerte en payent les frais. On peut voir que la censure maintenant est tellement forte que même Jordan Bardella a interdiction de faire de la promotion de son livre à la SNCF ou autre. Et en fait, on s'est dit que ce débat doit être porté dans le public, doit être mis en avant, et ça permettra aussi d'avoir des débats avec des personnalités publiques de toute la sphère du milieu de droite. Romain Petitjean, vous, donc pour l'Institut Iliade, vous allez participer à ce colloque. Alors déjà, pour quelles raisons avez-vous accepté de prêter votre voix à ces interventions ? Pour deux raisons principales. D'une part, l'Institut Iliade, qui est une association loi 1901 qui fait de la formation, de l'édition, des colloques autour de l'histoire, de la philosophie, de la géopolitique, a subi finalement la censure et les interdictions du gouvernement. Donc on a vécu dans notre chair ces interdictions, pas dans le virtuel, puisque c'est un événement qui a rassemblé des personnalités, des historiens, qui a été interdit. J'avais été reçu par Ligne droite pour parler de cet épisode vraiment inique, en fait, qui s'assoit sur la circulaire Darmanin, qui, un peu comme dans le film Minority Report, permet d'interdire préalablement des événements parce qu'il pourrait se passer ou être dit des choses nauséabondes du point de vue des lois Pleven, Guesso, Taubira, etc. Et donc là, on bascule complètement dans un monde nouveau. La raison, après, vraiment principale, c'est l'objet même de l'Institut Iliade qui chérit la civilisation européenne, qui la défend. Et cette civilisation européenne, c'est la civilisation des libertés, au pluriel. Et là, nous sommes actuellement vraiment face à une régression civilisationnelle. Ce n'est pas notre façon de faire. Depuis l'Antiquité, quand il y avait les libres propos qui s'échangeaient sur l'Agora ou dans le forum romain, les libertés académiques, les libertés des villes, les libertés de propriété au cours du Moyen-Âge, où on peut penser aussi au premier parlement, l'Althing en Scandinavie. Toute notre civilisation, sa tension, c'est justement celle des libertés personnelles, corporatives, communautaires, nationales,
Et donc là, vraiment, nous prenons peur, puisqu'en fait, c'est tout simplement notre être profond, notre relation au monde qui est en train de nous échapper avec une nouvelle façon de faire, qui est celui de la censure, de la répression. On pourra y revenir. Il y a un certain nombre d'outils dans l'arsenal des législateurs, des autorités préfectorales, mais aussi maintenant des médias, même du privé, qui s'abattent tout simplement sur des personnes qui simplement veulent parler, discuter, confronter leurs idées, mais qui se retrouvent d'une certaine façon dans le camp du mal. J'aimerais rebondir avant de nous recentrer à nouveau sur ce colloque, sur ce concept de liberté qui est donc cher à la civilisation européenne, comme vous nous l'expliquez, Romain Petitjean. On peut aussi prendre peur, puisque d'une certaine façon, c'est sous couvert de liberté qu'aujourd'hui on essaie de nous imposer certaines idéologies, comme par exemple l'idéologie woke qui prône une liberté totale du corps, une libération en tout cas totale du corps, de la sexualité, quelles que soient ses formes. Alors comment est-ce qu'on fait le distinguo justement ? Alors on fait tout à fait, c'est excellente remarque, il faut faire le distinguo entre l'absolu, finalement la liberté comme un absolu, un peu hors sol, détaché des réalités du terrain, détaché des réalités du peuple, si bien que ça devient un phénomène un peu abstrait, qui permet l'absolutisme finalement de cette vertu qui était bonne au départ. Les libertés, moi je pense qu'il faut penser la vie au pluriel, et donc les libertés, il y en a plusieurs, elles sont attachées à différents peuples, à différents terrains. Ce ne sont pas les mêmes d'ailleurs, d'un peuple à l'autre, d'une nation à l'autre, d'une époque à l'autre. Ce sont des libertés, elles varient tout simplement parce qu'elles sont attachées à des besoins, à des communs qui sont tout à fait spécifiques. Et ça, cette rupture, c'est ce qui explique le fait qu'il y a la liberté de façon, je ne trouve pas forcément le mot, mais de façon absolue. Si on va au bout de cette logique, eh ben, effectivement, j'ai la liberté d'être un chien, d'être une éponge, d'être noir si je suis blanc. On en arrive à des situations tout à fait ridicules qui sont liées au fait que la valeur est détachée des communs, du peuple et du territoire. Mathieu, c'est quelque chose que vous avez peut-être noté, justement, cette liberté qu'on peut accorder à toutes les dérives, aussi absurdes soient-elles, cette même liberté qu'on essaie de retirer aux simples Français qui voudraient émettre un avis contraire à une forme de doxa. Aujourd'hui, justement, vous, comment est-ce que vous vivez ce deux poids, deux mesures ? Alors, de toute façon, je pense que tous les Français le vivent régulièrement. C'est qu'en fait, même les vérités absolues, partagées, scientifiques, statistiques, peuvent être censurés par des médias ou des groupes privés. Par exemple, tous les sujets liés autour du nombre d'agressions dans les transports en commun, ce genre de choses, les statistiques liées à l'insécurité, peuvent être censurés sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, ils sont partagés par le gouvernement, etc. On peut voir que Nemesis, par exemple, ont été censurés pour ces raisons en particulier. Au-delà de ça, elles n'ont jamais été poursuivies pour le moindre de leurs propos. Pour leurs actions peut-être, mais pas pour le moindre de leurs propos. Donc en fait, cette liberté, en plus, elle est géométrie variable, c'est qu'en fait, il y a le côté légal qui nous donne une certaine liberté dans notre pays ou même au niveau du droit européen, et on a la liberté qu'on nous donne ou pas en fonction du temps, en fonction des humeurs, des réseaux sociaux qui maintenant dominent absolument tout le game de la liberté, et de la liberté de parole et la possibilité de parole aussi. Parce qu'en fait, si aujourd'hui Meta dit que quelque chose doit disparaître, en fait, c'est une parole qui disparaît auprès d'une très grande proportion de Français. Parce que Meta, c'est Facebook et Instagram, ça représente une proportion gigantesque de la jeunesse et même de la population. Et qu'en fait, qu'eux puissent décider oui ou non que telle ou telle parole, que tel ou tel nom, parce que par exemple, le nom de Tommy Robinson, s'il est écrit maintenant sur Instagram, fait sauter n'importe quelle publication, même si c'est pour le dénoncer. On est dans une volonté de supprimer totalement et arbitrairement ce que peut penser ou ce que peut dire une partie de la population. Parce qu'en plus, pour revenir là-dessus, c'est que on parle, donc ce n'est pas des fake news, c'est ce que pense une bonne majorité des gens, et malgré tout une ultra minorité de personnes au nom d'une nouvelle idéologie ou d'une certaine humanisme interdit aux gens de penser et de parler. Deux choses qui sont véridiques. Et en fin de compte, on peut voir que le sens du mot liberté pour eux, c'est juste dans un individualisme pur qui est lié à, je pense, à des envies et des humeurs. Mais alors en fait, par contre, dès que ça concerne la masse ou dès que ça concerne le peuple, les gens qui sont pas les plus sexy pour eux, bah en fait, on peut la supprimer.
Aujourd'hui, ce combat pour la liberté d'expression, il ne concerne pas seulement les identitaires, les militants patriotes. Vous avez cité Tommy Robinson et on reviendra dessus. Je vous laisserai expliquer justement son cas pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant de cette affaire. Mais ça va au-delà. Par exemple, pendant la crise du Covid, on a vu aussi énormément de censure concernant les avis divergents. C'est le cas. On a aussi certaines figures qui se sont opposées à cette censure, donc notamment Virginie Joron qui participera à votre colloque. Aujourd'hui, Merci. ça vous inquiète justement que ces censeurs commencent à s'en prendre à des milieux bien au-delà justement de la sphère militante ? Bah oui, en fait, ils ont ouvert les moyens de censure. C'est qu'en gros, tout ce qui ne correspond pas, parce qu'ils se plaignent aussi de l'autoritarisme, du bruit des bottes, etc. Mais en fin de compte, ils passent par un autre moyen qui est plus doux, certes, parce qu'ils mettent... ils mettent pas en prison les gens, mais oui, si, en plus. Mais en fait, ils se permettent, dans tous les domaines, à partir du moment où ils considèrent que c'est moralement pour eux pas valable, de supprimer ou de juger ou de cancel n'importe qui. Donc, ça va concerner de toute façon de plus en plus de choses et de plus en plus de sujets, parce que à partir du moment où, en fait, politiquement on a une partie de la population qui ne pense pas comme une partie des élites, ils vont censurer de plus en plus. Au tout début, il y a eu l'idée d'immigration qui était censurée dès qu'on parlait de remplacement, d'insécurité et tout par rapport à ça, c'était interdit. Mais après, il y a eu, toutes les critiques autour du Covid, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je veux dire, pourquoi interdire à partir de ce moment-là ? Surtout que c'est des sujets qui n'ont pas déclenché des révoltes, des révolutions, etc. Donc, qui ne vont pas en plus induire des actions violentes de qui que ce soit. Donc, c'est ça, à la limite. La limite de la liberté d'expression, on pourrait tout savoir, c'est un peu comme aux États-Unis. C'est ne pas appeler à la violence envers une personne ou envers un groupe de personnes directement, etc. Mais en fin de compte, là, c'est limité même dans la réflexion, même dans poser des questions. Ouais. Et là où ça devient, comme disait Romain, c'est que l'essence même de la civilisation européenne, c'est justement se poser de la disputation, de se poser des questions, de se mettre en contradiction. Et en fait, si on n'avait pas eu cette logique, on serait encore... Je pense que la science ne se serait pas développée, tout simplement, et qu'en fait, limité comme ça, en fait, on va arriver à une population qui ne pensera plus, qui ira chercher peut-être même des informations ou des idées dans des endroits très obscurs, et là, en fait, on aura un autre biais, et les gens ne réfléchiront plus. Il n'y aura plus de liberté publique dans le débat. Vous entendez, Romain Petitjean, les propos de Mathieu qui parle de cette volonté de limiter la réflexion, même la possibilité de se poser des questions. Est-ce que derrière cette censure, cette attaque à la liberté d'expression, ce qu'on n'attaque pas au fond, c'est notre liberté de penser ? Alors il y a effectivement une contradiction dans les gens qui proclament la vérité. En fait, c'est qu'ils sont extrêmement dogmatiques. Ils veulent faire rentrer la réalité... par tous les moyens dans le carcan idéologique qu'ils ont créé. Or, une vérité, c'est justement ce qui peut être librement critiqué. C'est tout le principe de la disputatio, c'est tout le principe de la confrontation des idées, du doute, de la réflexion qui permet de faire émerger une vérité ou des vérités d'un moment qui sera juste et bonne pour le peuple à un bon moment. Là, on est dans autre chose. On est face à des idéologues dogmatiques qui ont fait tout un arsenal, parce que effectivement, il y a la force privée, mais il faut quand même pas oublier la force publique. Les lois Pleven 72, loi Guesso 90, loi Taubira 2001, qui interdisent aux Français de s'exprimer. Enfin, on est quand même face à des lois tout à fait iniques qu'il faut, à mon avis, sans cesse remettre en question. Donc, c'est une sorte de prison mentale dans laquelle on est enfermé dans notre propre pays. Je ne pense pas que les Français puissent accepter cette situation. Il y a une espèce de léthargie, à force de lois comme ça adoptées les unes après les autres. On s'habitue. Il y a une autocensure. Vous avez donné l'exemple aussi là, d'interdiction. Désolé de reprendre le cas de l'Iliade, qui subit effectivement. On avait eu notre chaîne où il y avait des dizaines de millions de vues qui a été censurée. Tout simplement pour avoir cité l'expression de grand remplacement, qui est une expression comme une autre qui doit pouvoir être discutée. Donc, sans sommation, sans recours possible, la chaîne a été fermée. Et donc, un phénomène d'autocensure s'installe dans la tête des gens, lambda, comme ceux qui portent des associations, qui font de la politique, qui font de la philosophie,
est-ce que je vais pouvoir utiliser grand remplacement pour pouvoir dire le reste ? C'est quand même un scandale et un grave danger, voilà, tout simplement pour la démocratie, la liberté d'expression. On rentre dans ces mécaniques. Oui, surtout que les élites se plaignent, et les politiques se plaignent de la dépolitisation des gens, de la confrontation par rapport aux élites en général, qu'elles soient intellectuelles, universitaires ou autres, ou même des journalistes. Et en fait, c'est les premiers à censurer ou empêcher la population de s'exprimer et de parler. En fait, quand on empêche à qui que ce soit de parler, forcément, il va vous manquer, il va ne plus vous respecter. Parce qu'en fin de compte, là, ils sont dans une verticalité pure. Parce qu'en gros, c'est les élites intellectuelles, politiques, qui dictent ce que le peuple doit penser à tel moment, à tel instant, oui ou non. Et forcément, ça crée une confrontation qui est réelle. Et c'est toutes les conséquences de dépolitisation pure de la politique et même de la montée comme ils disent, du populisme. Mais enfin non, c'est juste une réaction saine parce que les gens cherchent à débattre, cherchent à parler de leurs problématiques quotidiennes et les sujets qui sont censurés, immigration ou autres, font partie des sujets qui sont problématiques pour les gens, oui. Oui, c'est vraiment l'une des choses qu'on a le plus entendues, notamment pendant les dernières législatives, c'est ces Français qui ont la sensation de ne pas être entendus. Et on comprend l'intérêt donc de permettre à ces Français de pouvoir porter leur voix. On essaye de le faire sur Radio Courtoisie, mais l'Arcom aussi nous scrute. Et on parlait justement de cet arsenal juridique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de surveillance accrue qui s'accompagne justement avec cette mise en danger de la liberté d'expression? On voit l'apparition de caméras. Aujourd'hui, la plupart des réseaux sociaux sont scrutés. On voit sur YouTube, on peut être censuré pour un mot de travers. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette surveillance accrue? Alors, il y a un livre de Guillaume Travers, donc Société de liberté, société de surveillance, qui reprend un peu cette... peut-être que je me trompe sur le livre, mais c'est la mécanique. C'est au nom de cette pseudo-liberté, on va continuellement vous surveiller pour vérifier que vous soyez libre. Donc, on est quasiment dans un oxymore, mais c'est réellement aujourd'hui la logique de la société pseudo-démocratique, la société libérale. On donne des fausses libertés qui sont une sorte d'absolu quasiment inatteignable. Par contre, les vraies libertés concrètes disparaissent, elles sont contraintes, et surtout, votre façon d'être libre et contrôlé et surveillé. Alors on rentre en plus dans une société de management de la population, de surveillance de la population. Il va y avoir une sorte de crédit social pour vous donner plus ou moins de liberté, plus ou moins de revenus universels. On voit la mécanique. Donc il faut évidemment la dénoncer. Je pense que ce colloque de l'ASLA arrive vraiment au bon moment, d'autant plus que ce qui est vraiment réussi dans ce plateau, c'est ce que disait Mathieu. Il y a des élus, il y a ce qu'on appelle des influenceurs, des personnes qui font un travail pédagogique classique autour des idées. Tout le monde est confronté à ce rouleau compresseur qui est porté par les préfets, qui est porté par le législateur, qui est porté par l'Arcom, qui est porté vraiment par l'ensemble des acteurs. Donc on est face à un phénomène massif. Mathieu, justement, donc on pourrait parler de la gauche, ces partis politiques de gauche qui n'ont jamais eu aucun complexe, justement, à pouvoir travailler avec des associations, voire des lobbies donc, qui prenaient plutôt leurs idées. Aujourd'hui, on sait qu'à droite, on avait un peu plus de mal avec ça. Les frontières étaient quand même beaucoup plus franches. Aujourd'hui, à votre colloque, vous allez avoir justement des élus. On imagine que pour vous, c'est une réussite. Oui, parce que le but, ce n'est pas de rester dans une niche à publier sur les réseaux sociaux nos éléments de langage et faire avancer, en fait, faire la promotion de la défense de certains militants ou autres. L'objectif aussi, c'est de trouver des solutions à ça. Et les politiques élus ou même des journalistes ou des influenceurs, en fait, ont tous trouvé des leviers qui sont assez récents parce que dans toute la mouvance de droite, la vraie, on va dire, c'est assez récent, cette mise à l'étrier du combat culturel, politique, métapolitique, intellectuel. Et en fin de compte, là, le fait d'avoir un plateau qui balaye à peu près tout ce qui peut être politique, va permettre à tout le monde, toutes les personnes qui vont suivre, même les intervenants entre eux, de trouver des solutions, peut-être trouver des lignes de combat pour justement contrecarrer toutes
tout ce qui est mis en place pour empêcher la liberté d'expression sur beaucoup de sujets. Et donc oui, de toute façon, on ne fera rien sans les politiques, les élus, parce que c'est eux qui font la loi factuellement. On ne fera rien sans des journalistes parce que c'est eux qui décryptent et qui sortent les choses. Et on ne fera rien sans les influenceurs non plus parce que c'est eux qui touchent aussi une grande partie de la population. Donc voilà, le but est de balayer tout parce qu'en fait, il faut se mettre en ligne pour aller à l'offensive contre toutes ces logiques liberticides, qu'elles soient légales ou privées ou autres. On voit bien que justement on a besoin de tous ces profils, mais eux aussi vont avoir de plus en plus besoin de vous. On parlait de ce livre de Jordan Bardella qui va être censuré, en tout cas la campagne de communication qui devait s'organiser autour de sa sortie. Aujourd'hui, ce combat-là, pour le mener, on ne peut pas vraiment le mener politiquement. Jordan Bardella ne peut pas essayer de trouver une loi qui va lui permettre de faire la publicité de son livre. Donc il va y a de plus en plus avoir besoin aussi peut-être de s'appuyer sur des associations comme la vôtre. Oui, parce que même les partis ont des limites de ressources. Il y a des limites aussi légales dans l'aide juridique ou autre, parce que nous, en plus d'aider de façon financière, on peut aussi mettre des avocats à disposition, on peut mettre des conseillers juridiques sur plein de choses. On peut aussi aider les gens à mener à engager des procès contre par exemple le financement de telle ou telle association, typiquement SOS Méditerranée, où en fait on a représenté le contribuable pour dénoncer les subventions que, par exemple, la mairie de Paris donnait à SOS Méditerranée, mais on l'a fait aussi dans d'autres villes. Donc oui, le politique, tout le monde aura besoin de cette capacité soit de défense, soit d'offensive sur le plan juridique. Et oui, les politiques aussi en auront besoin. De toute façon, on a déjà aidé des élus de nombreuses fois qui étaient attaqués ou autres pour mener des procès. Romain Petitjean, la liberté d'expression en fait n'est pas sécable. Ouais. On peut pas en faire des petits morceaux. C'est un principe, soit on le défend, soit on le défend pas. Et donc c'est un peu aussi le souci depuis quelques années aussi à droite, c'est que par conformisme justement au modèle dominant de la gauche morale hors sol, on a tendance à mettre sous le tapis quand un groupe, une association, des idées qu'on partage pas totalement et forcément sont attaqués, disant c'est pas nous, c'est pas pareil que nous. Bon, rappelez-vous la dissolution de Génération Identitaire, c'était pour des raisons idéologiques, iniques. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien. Et ça a été le début, enfin, il y avait déjà eu évidemment des préalables, mais ça a été un début un peu choquant sur lequel la droite, justement, la droite politique et idéologique a peu réagi. Ouais. Et elle aurait dû se réveiller beaucoup plus à ce moment-là, parce que en fait, ça fonctionne par des effets cliqués. Et à la fin, ça sera le RN qui sera interdit. Il y a déjà des demandes pour interdire le RN, et les demandes pour interdire le RN sont exactement les mêmes. Ce sont les mêmes arguments avec les mêmes mots que l'interdiction de Génération Identitaire. Et donc, c'est sans fin si on ne régit pas. Périclès disait le secret du bonheur, c'est la liberté. Le secret de la liberté, c'est le courage. Donc, si notre civilisation, c'est celle des libertés, il faut la défendre. Il faut du courage, il faut attaquer, il faut faire des contre-offensives, il faut mobiliser les troupes pour défendre ce bien précieux qui est cette civilisation des libertés. Si on ne se lève pas, si on ne dit rien, si on ne contre-attaque pas, si on ne dénonce pas, si on ne propose pas, cet effet cliqué va continuer et on disparaîtra. Et comme dit Romain, les partis vont aussi, qui étaient un peu préservés de cette répression, vont aussi subir les choses, comme Jordan Bardella et son livre, parce qu'en fin de compte, la montée des partis qui sont sur une ligne de droite et la montée de toutes nos idées font que en fait, l'offensive de nos opposants politiques est de plus en plus dure et de plus en plus radicale. Aujourd'hui, des journalistes qu'on pouvait dire de gauche à l'époque qui nous donnaient les bons points pour dire ou pas dire, aujourd'hui maintenant sont complètement militants et sont dans l'offensive claire et pure. Donc énormément de journaux, par exemple, ont des positions qu'ils n'auraient pas eues il y a 10 ans parce qu'en fin de compte, ils sont dans la bonne pensée de vouloir faire les antifascistes face à la montée de la droite dans la population. Et en fait, ils sont de plus en plus offensifs. Et ça le sera toujours de plus en plus. Finalement, c'est presque un bon signe. Ça veut dire que les idées que la droite... Clairement, si notre tendance politique ne représentait rien, ça aurait été comme pendant 20 ou 30 ans, on n'aurait pas eu d'offensive que ce soit contre nous, ou du moins limitée. Aujourd'hui, elles sont radicales parce qu'en fin de compte, elles vont dans le cours du temps et elles vont contre eux.
Vous avez entendu Romain Petitjean donc nous partager cette phrase, le secret de la liberté, c'est le courage. Aujourd'hui, il en faut du courage. On a le cas donc de Tommy Robinson, ce Britannique qui a été condamné à 18 mois de prison pour avoir justement évoqué certains faits concernant a priori un réfugié syrien. Il a été reconnu coupable de diffamation, etc. Aujourd'hui, il est en prison pour ça. Est-ce que réellement c'est du courage ou bien est-ce que c'est une forme d'élan un peu fougueux et un peu candide qui pourrait être dangereux aussi? Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre les deux? Dangereux, ça l'est pour lui déjà, parce que les prisons anglaises ne sont pas très accueillantes, je pense, pour lui. Comme beaucoup peuvent le penser. Et le problème, c'est qu'en plus, il se retrouve en Angleterre, qui ont une logique de répression envers les patriotes qui est hallucinante. Ouais. On l'a vu avec les émeutes qu'il y avait eu contre l'immigration il y a quelques mois, où en fin de compte, pour des simples propos d'opposition à la police, les gens faisaient des mois de prison. En fin de compte, la répression dans ce pays est absolument folle. Tommy Robinson n'a jamais été condamné pour des actes de violence ou autre, ou pour avoir donné des fake news. Il a été condamné parce qu'il a parlé des grooming gangs, qu'il a sorti un reportage sur l'islamisation. Donc on est quand même sur des trucs où on fait 18 mois de prison pour avoir fait un reportage ou pour avoir parlé d'une affaire judiciaire. Romain Petitjean, si on fait preuve de ce courage, est-ce qu'on va tous finir en prison? Non, il faut faire notre devoir. Quand on fait quelque chose, quand on est un militant comme Tommy Robinson, on le fait pour ses enfants, on le fait pour son peuple, donc on fait ce qu'on a à faire. Alors ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ce que l'on doit faire, il faut que ce soit politique. Voilà. Là, aujourd'hui, on est quand même face à deux phénomènes. La censure privée, les méta, les YouTube, la censure publique, tout l'appareil législatif, on a pu balayer ici. Et aujourd'hui, il peut y avoir la tendance, on a vu avec X de Musk, qui est un espace de liberté incroyable. D'ailleurs, je pense que même pour nous, Européens, même si ça se passe loin, il y a quand même un enjeu pour nous par rétroaction sur les élections américaines entre Kamala Harris et Donald Trump. Mais X, surtout quand on voit quelqu'un assez fantasque comme Musk, peut fermer demain. Il peut lui-même couper le tuyau. On ne peut pas donner notre liberté d'expression au simple tuyau qui nous permet de l'exprimer. La reconquête des libertés se fera certainement pas par un tuyau qui est ouvert par un Sud-Africain installé aux États-Unis à des milliers de kilomètres d'ici. C'est pas possible. Il faut reconquérir les libertés, nos libertés, ici et maintenant, sur notre terre, en Bourgogne, en France, en Europe. Donc ça, c'est très important dans la logique. Il faut refaire de la politique, reconquérir nos libertés et ne jamais attendre que soit le législateur, soit un média à l'autre bout du monde s'en occupe pour nous. Il nous reste quelques secondes. Mathieu, est-ce que vous pourriez clôturer en expliquant aux auditeurs comment est-ce qu'ils peuvent justement prendre part à ce colloque? Alors, c'est le 7 novembre à 19h30, 8 rue d'Athènes, à côté de la gare pas très loin de la gare Saint-Lazare. Vous pouvez vous inscrire sur prendre votre billet sur les comptes de la SLA que vous pouvez trouver sur Instagram, sur Telegram, etc. Et vous êtes les bienvenus et les places vont être limitées. Donc, elles partent plutôt pas trop mal parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui intéresse. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire et j'ajouterai d'ailleurs que j'aurai l'immense plaisir et le grand honneur d'animer l'une de vos tables rondes, donc on s'y retrouvera là-bas. Merci beaucoup Romain Petitjean d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de la coordination à l'Institut Iliade et intervenant donc au colloque de l'ASLA. Et merci à vous aussi Mathieu qui fait office aujourd'hui de porte-parole justement pour l'association de soutien aux lanceurs d'alerte. Chers auditeurs, on se retrouve donc le 7 novembre.